On est depuis longtemps dans une phase de changement, de résistance au changement. C'est un petit peu ce qu'on reproche au monde occidental et au monde, entre guillemets, civilisé. Résistance au changement et incapacité d'accepter le changement. Ce n'est pas une notion récente, ce n'est pas un nouveau président de la République qui a sorti le changement, c'est la notion des philosophes grecs, c'est le klinamen, le besoin de changement. Ça veut dire que dans la dynamique de l'individu, dans la dynamique sociale, dans une dynamique anthropologique, on ne peut pas imaginer des choses immuables. Et le problème qui se pose à l'heure actuelle avec les individus qu'on reçoit en thérapie, donc nos patients, c'est toutes ces résistances au changement, des changements par rapport à leur vieillissement, par rapport aux problématiques liées à leur âge et les problèmes de famille, mais surtout l'environnement qui change de plus en plus et qui amène des changements et avec des incapacités à s'adapter. On va voir que cette notion d'adaptation, c'est vraiment quelque chose de très important. Le travail qui se fait par rapport au stress, le travail que nous, on propose justement à l'école de psychosomatique, c'est justement apprendre à s'adapter. C'est ce que les Anglais vont appeler le coping, le faire face. On voit que tout d'abord, on a une phase d'alerte, une phase d'alarme. Ça veut dire qu'un stimulus émotionnel, ça peut être une situation de chômage, ça peut être une séparation, ça peut être un burn-out qui s'installe, pardon, pas le burn-out qui s'installe, les prémices du burn-out, produisent une phase d'alerte. Ce qui est une réaction tout à fait normale. Et heureusement qu'on a ça. Dans le règne animal, si on écoute les éthologues, l'animal qui se sent en danger, il a une réaction tout de suite de piloérection, de sécrétion d'adrénaline, il se met tout de suite dans une phase de défense. Il va fuir ou il va attaquer. L'être humain, il est exactement sous le même modèle. Il ne faut pas critiquer le stress parce que si on n'est pas capable de réagir face à des stimulus de cette manière-là, de se mettre en phase d'alerte et d'alarme, ça veut dire qu'on est complètement la victime toute désignée. On parle de phase d'évitement ou on parle justement des phases d'affrontement, différents types d'attitudes qu'on peut avoir, évitement ou affrontement. Nous, on introduit de plus en plus la notion de solution de compromis. Ce n'est pas la peine de fuir, ce n'est pas la peine de lutter. On peut parfois trouver aussi des solutions de compromis qui sont aussi honorables et qui peuvent nous préserver. Ces béquilles à l'extérieur sont souvent des mauvaises béquilles. Et je passe en revue toutes les substances psychoactives, tous les comportements, que ce soit le jeu, que ce soit le jeu Internet, que ce soit la sexualité, les achats compulsifs et le travail évidemment, et on trouve à peu près le même type de fonctionnement addictif, avec les mêmes interférences avec le stress et les mêmes types de passerelles, de substances au stress, de stress aux substances. L'étude de l'année dernière, donc qu'est-ce qu'on dit dans cette étude-là? On parle des indicateurs de santé. Ne pas fumer, avoir un sommeil réparateur, bien-être psychologique, alimentation, activité physique hebdomadaire. Voilà. Mais les gens oublient quelque chose de très important, l'alcool et la drogue. Quand j'ai dit drogue, c'est les médicaments aussi. Je fais référence au terme américain. Drug, ça veut dire médicament ou drogue. Là, ce qui est très intéressant dans ces histoires-là, c'est le rapport Zarifian de 1996. Zarifian, c'est un prof de psychiatrie à Caen, qui est décédé depuis, et qui avait dit dans ce rapport en 1996 que 10 millions pas des patients, c'était même pas l'expression, c'était 10 millions de Français sont usagers de médicaments psychotropes. 10 millions, sur une population active de 30 millions. On pense qu'à l'heure actuelle, on est à 15 millions. Ça veut dire que les gens ont trouvé un refuge dans des béquilles d'adaptation qui sont complètement dysfonctionnelles, parce que ce soit les antidépresseurs ou les anxiolytiques, les résultats sont quand même catastrophiques par la suite. Il va falloir à un moment donné arrêter, et on a tout de suite des phases de rebond et d'explosion dépressive, anxieuse par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose de très inquiétant, surtout quand on voit que les gens oublient de mentionner tout ça. Bon, ça je l'ai fait. Donc 41 se déclarent stressés et 37 se plaignent d'une mauvaise qualité de sommeil. Je parlais tout à l'heure avec notre intervenant par rapport au syndrome de fatigue chronique et à la fibromyalgie. Bon, ce sont des notions, on ne sait pas très bien où on se situe, il y en a des théories virales, il y a des théories adaptatives, on ne sait pas très bien. Mais je pense que si on fait référence avec nos patients, si on fait une petite étude, micro-étude avec tous les patients, si on leur pose la question « est-ce que vous dormez bien ?», tous les patients que je vois, quand j'arrive à faire une ordonnance parce qu'ils sont déprimés ou angoissés, quand je leur pose la question, et je fais exprès de ne pas poser cette question lors de l'entretien, mais à la fin, quand j'arrive à faire l'ordonnance, « et vous dormez comment ?» Vous savez la réponse qu'ils donnent? Vous imaginez que je dors mal. Pour eux, c'est tout à fait normal que le médecin soit au courant qu'eux, ils dorment mal. Mais les gens parlent très peu de ça. Mais quand je dis dormir mal, ce n'est pas être insomniaque forcément. Un sommeil de mauvaise qualité, pas du tout réparateur. C'est justement là-dessus qu'il faut faire très attention parce que tous les médicaments qu'on donne maintenant, il faut savoir que le système, il est extraordinaire. On avait des médicaments, des somnifères
je cite le Noctron et la mépronésine, qu'on a retiré du marché pour des raisons, j'aimerais savoir pourquoi. Mais par contre, on a le Stilnox qui est très répandu. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Alcoolologie et Addiction sous des cas d'addiction au Stilnox. Les gens qui ont publié cette étude-là, ils se sont fait charrier par tout le monde. On disait, mais où est-ce que vous avez vu ça? Et moi, je peux vous assurer que dans ma pratique, j'ai des patients qui sont à 7 boîtes de Stilnox par jour. Oui? 7 boîtes de Stilnox, 7 fois 14, faites le calcul, c'est énorme. Oui? Vous me donnez un comprimé de Stilnox, je dors. Vous me donnez 2, je pense que je suis comateux pendant 2 jours. La journée classique d'un travailleur. Je commence le matin par l'antidépresseur. J'ai même dit à l'époque, à titre de rigolade, je vais même prendre la Ritaline de mon enfant parce que c'est à base d'amphétamine et ça me stimule. Café, évidemment. Midi, et jusqu'à midi, des clopes, ainsi de suite. Vers midi, allez, un petit pichet de vin, un petit Lexomil en début d'après-midi pour être calme. Et le soir, un somnifère pour pouvoir dormir. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était exactement le quotidien de beaucoup de gens. Prendre une molécule pour tenir debout, une molécule pour dormir. C'est horrible. Ça veut dire qu'on va prendre, à la limite qu'on prend un type de molécule, soit, mais qu'on prend les molécules contraires parce qu'on a besoin des 2 effets, c'est que les gens sont à bout et on ne se rend même pas compte et on continue à prescrire. En termes de consommation, donc 38% de Français jugent qu'ils ont une consommation à risque. Eux-mêmes, ils le jugent. Surtout où ça devient très inquiétant, plus de 65 ans et les jeunes. Donc c'est des tranches, on peut se dire, bon, ils sont dans l'insouciance, les jeunes, c'est bien, c'est sympa, ils ont une consommation un peu festive, sauf que le festif, c'est le binge drinking, avec des conséquences assez dramatiques. 65 ceux qui ont plus de 65 ans, qu'est-ce qui fait qu'ils boivent autant? Est-ce que c'est pas que l'ouvrier du bâtiment, le chantier, l'image péjorative, ce métier physique? C'est à tous les niveaux. Le quartier où j'ai mon cabinet à Paris, c'est pas le quartier le plus nécessiteux de Paris, c'est le quartier le plus cher. Donc vous imaginez le type de patients qui viennent. C'est des médecins, c'est des avocats, alcool et cocaïne, majoritairement. Et sinon, tous sous médicaments. Déjà, à la base, ils ont tous des médicaments, donc il va falloir s'adapter par rapport à ces prescriptions. L'échelle de recherche de sensations. Et là, il a étudié les gens à travers les sensations qu'ils ressentent. Sport extrême, utilisation de drogue, travail, c'était ça qui est intéressant. Et la conclusion de cette échelle-là, elle est en 4 items. Celle qui est la plus intéressante, c'est la susceptibilité à l'ennui. Et je reviens sur ce que je disais à un moment donné, c'est que notre société, du fait qu'on n'a plus le droit de s'ennuyer, on n'a plus le droit de glander, produit justement l'effet contraire où les gens vont être dans la surstimulation, ils doivent agir, ils ne doivent pas rester immobiles, voire même se détendre et faire d'autres activités. Ça, c'est un sujet que j'ai abordé avec mon collègue Michel Hautefeu. On a écrit un bouquin sur les addictions à Internet qui est paru chez Payot. On disait justement de l'ennui à la dépendance. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait décliner les dépendances, toutes les dépendances par rapport à l'ennui, quoi que ce soit comme dépendance. Évidemment, on parlait là de dépendance à Internet, que ce soit les écrans, que ce soit les smartphones, que ce soit le jeu, que ce soit la sexualité sur Internet. Et c'était un sujet très intéressant parce que Michel s'est lancé à écrire pas mal de choses sur l'ennui dans ce moment. Moi, c'est plutôt sur le stress que je me suis axé. J'ai parlé de ce modèle skinnérien, donc apprentissage par les conséquences. Donc, évidemment, stress et stimulation, ça peut donner des sensations agréables, des bénéfices sociaux. Mais l'absence de stress et stimulation lors des vacances, il y en a qui vous disent « je me suis emmerdé pendant les vacances ». Il y en a qui vous disent « lors des week-ends, je ne fais rien, j'attends des fois reprendre le travail ». Donc c'est complètement contradictoire avec cette notion d'anxiété de performance et l'anticipation de la journée de travail le lendemain. Chez certains, j'attends être hyperactif. Le problème, c'est que ces gens-là, ils ne savent plus s'arrêter, ils vont arriver au burn-out. Les gens qui travaillent sans arrêt. Là, hier, j'ai lu dans je ne sais pas quel journal, en Allemagne, c'est le syndicat de IG Metall, donc le syndicat sidérurgie, c'est le plus puissant en Allemagne, qui demande que ça soit interdit que les gens puissent travailler au-delà des heures de travail. C'est vraiment quelque chose de très important. J'avais fait une émission avec Philippe Duport, donc, qui est le responsable de tout ce qui est monde du travail chez France Info. Et le sujet, c'était est-ce que les gens ils arrivent à décrocher lors des vacances? Et on s'est dit, je suis en vacances et je suis en train de vous parler, donc vous avez réussi à me joindre. J'ai mon ordi, j'ai ma clé USB pour pouvoir être connecté sur Internet et je travaille.
Et il m'a dit, mais moi c'est pareil. Et on s'est rendu compte qu'autour de nous, tous les gens, ils avaient sur leur lieu de travail les outils pour pouvoir être connectés et travailler à droite et à gauche. Et c'est ça peut-être qu'on n'arrive plus à faire, c'est se déconnecter, décompresser. C'est pas étonnant que ce qui marche très très bien, mais bon, il faut être friqué quand même pour faire ça, ce sont des cures un petit peu de repos total. On déconnecte dans tous les sens du terme, déconnecté et d'Internet, déconnecté du téléphone par rapport au travail. Moi, j'ai imposé à certains de mes patients de ne pas utiliser leur téléphone dans la salle d'attente et dans le cabinet. Et je me suis rendu compte que j'en avais certains qui étaient en train d'envoyer des SMS lors de l'entretien dans leur poche, répondre à des SMS. C'est quand même pas mal. C'est vraiment intéressant. Les gens disent, mais je ne peux pas faire autrement. Il y en a un qui m'a dit, et ça on rentre dans le chapitre stress lié aux nouvelles technologies, il y en a un qui m'a dit à un moment donné, mais vous savez, je suis payé pour être joignable à tout moment. Bon, bien payé, c'est vrai. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Il me dit, bah, écoutez, je vous donne mon identifiant BlackBerry, allez-y sur Internet, sur le site de mon entreprise, et tapez mon identifiant. Ce qui s'est affiché là-bas, j'ai halluciné, c'était 75 rue de Rennes. Ça veut dire, il était localisé. Il savait où il était. 75 rue de Rennes, précis. Donc il m'a dit, mais voilà, et je ne peux pas l'éteindre. Il m'a ramené son contrat, et dans son contrat, c'était écrit « ne pas éteindre le téléphone ». Joignable à 100%. Un de mes patients, on a fait une émission sur M6, accro à la cocaïne, milieu de télétransmission, vraiment de plateforme de conférence. Il m'avait dit à un moment donné, je suis obligé de rester sur Skype et sur la plateforme de visioconférence de l'entreprise 24 heures sur 24. 24 sur 24. Il a chez lui l'ordinateur allumé en permanence. Donc il travaille avec Singapour. Singapour, je ne sais même pas combien, 7 heures, 6 heures de décalage. À tout moment, on pouvait l'appeler pour lui dire « Est-ce que tu as ça ?» Ce mec fonctionnait qu'avec la cocaïne. C'était délirant. Il me disait, dans nos réunions à la Défense, on rentre tous dans le bureau, on est à 5 ou 6 cadres sup, on passe tous par les toilettes avant. Je dis, ben, c'est bien, oui. Oui, mais on passe pour sniffer. Ah, chacun à leur tour. Et lors de l'entretien avec le journaliste, et là, ça nous a interloqués, le mec, il nous dit, pourquoi vous pensez qu'on a tous des chaussettes noires très hautes? On s'est dit, oui, c'est quoi l'astuce? Ben, on cache nos sachets. Et il nous a soulevé son pantalon, il avait des chaussettes noires jusqu'au mollet, il avait 3 sachets de cocaïne. C'était pas mal lors de l'entretien avec le journaliste.